C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors leurs téléphones n'ont plus de batterie, à force de spéculer, d'échafauder des scénarios qui s'installent au fur et à mesure des révélations. Le doute qui devient amertume, la droite est plongée dans un désordre généralisé et navigue à vue. Leur champion est blessé, méchamment blessé, et certains attendent ou craignent le dernier coup de fusil qui achèvera le sanglier. François Fillon va-t-il résister à la vague qui le submerge? Jamais une campagne présidentielle n'aura été si incertaine et chaotique, même si les scandales à la veille d'une présidentielle sont bien ancrés dans la culture politique française. Alors on en parle sur le plateau avec nos invités. Michel Cotta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Europe 1. Bonsoir Bruno Roger-Petit, vous êtes éditorialiste à Challenge. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Briançon, bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris pour l'édition européenne Politico. Donc merci d'être là. Donc c'est une affaire à tiroir. La machine à scandale est lancée à toute berzingue. Le candidat est devenu l'otage des révélations quotidiennes. Il demande à ses troupes de tenir 15 jours, mais certains commencent sérieusement à douter. On en écoute quelques-uns. À un moment donné, il faut savoir reconnaître que ces choses-là peuvent choquer les Français. Reconnaître que ces pratiques sont des pratiques qui sont dépassées, qu'il faut passer à autre chose. La pression psychologique et la pression politique va devenir intenable. Elle est déjà quasiment. 70 Français voudraient que les Républicains et le Centre changent de candidat. Je pense que ça serait mieux pour tout le monde. Oui, je pense que c'est intenable. C'est une position intenable. Comment voulez-vous avoir un programme qui demande à tout le monde de faire des sacrifices? Bon, sacrifice à mon sens inutile, qui au fond dit à tout le monde, écoutez, vous avez trop bien vécu depuis 40 ans, maintenant il faut vous serrer la ceinture. Et puis assister à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Il ne peut même plus défendre son programme. Alors Jean-Marie, les dégâts politiques sont-ils irrémédiables? C'est toute la question, je n'en sais rien. À ce stade, constatons que la situation est grave. Parce que, mine de rien, ça retentit sur l'ensemble du système politique, donc de la démocratie française. C'est un accident gravissime. Et s'il n'est pas maîtrisé rapidement, on peut glisser progressivement vers la crise de régime. Donc il faut bien avoir ça en tête, en toile de fond. Maintenant, si on se met à la place d'un électeur de droite, modéré, à qui pendant 3 ans, 4 ans, on a promis l'alternance. Et on lui a promis l'alternance dans des termes avec une facilité déconcertante. Et plus est avec une gauche humiliée. Mettons-nous à sa place aujourd'hui, le voilà humilié, en colère. Donc cette colère-là de l'électorat même de la droite, à mon avis, empêchera in fine Fillon de continuer, me semble-t-il, à moins qu'on ne trouve un artifice ou un autre. Mais à ce stade, je vois pas qu'il puisse surmonter cela. Peut-être, oui, l'avis de chacun. Est-ce qu'il peut compter ses abattis ou pas? Là maintenant, j'ai trouvé dès le début que c'était très difficile, mais maintenant je crois que c'est impossible. Oui, c'est impossible parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être désigné, il faut après faire campagne alors qu'on voit quand même, par exemple, je cite l'exemple de Nice où les gens avaient voté massivement pour Fillon contre Nicolas Sarkozy. Ils sont tous en train d'être écœurés et de dire la prochaine fois c'est Marine Le Pen. Donc en plus, non seulement c'est grave pour Fillon, mais je trouve que c'est grave pour l'ensemble de la France maintenant. Pierre? Monsieur propre a les mains sales, donc ça crée inévitablement le malaise incroyable de l'homme qui s'est, en voulant surfer sur l'époque, intransigeant sur les dépenses publiques, rigoureux sur la morale individuelle, se trompe d'époque entièrement, puisque lui ressort et lui revient au visage 35 ans de vie politique dans lequel il a participé à cette époque qu'il prétend aujourd'hui nier, renier ou en tout cas abolir. Donc cette espèce de fondamental malaise vis-à-vis de ce Titanic en train de se produire. Un des Républicains m'a dit hier un Titanic sans orchestre. Et donc c'est encore une fois, oui, je crois que ça va au-delà de la droite, comme disait Jean-Marie, ça va bien au-delà. Bruno, quel est d'après vous le scénario? Vous êtes spécialiste des scénarios. Voilà, vous imaginez souvent des scénarios. Quel serait celui le plus probable, dans le fond? Enfin, l'alternative aujourd'hui, sous réserve d'événements imprévus et peut-être pas nécessairement improbables, c'est perdre avec Fillon ou perdre sans Fillon avec un candidat de substitution. Mais à partir du moment où on entrera dans le scénario du candidat de substitution, la droite, qui est déjà très abîmée, prendra un nouveau coup.
Et puis après, moi, je regarde les différents prétendants, mais il y en a de moins en moins, apparemment. Donc, il y a Alain Juppé, mais il ne veut pas y aller. Et en plus, tout ce qu'il porte a été rejeté à la primaire par les électeurs de droite eux-mêmes. Sarkozy est dans une autre vie. François Baroin et tous les quinquagénaires ou quadragénaires qui pourraient se présenter sont tous retoqués par leurs petits camarades de la même génération au motif que pourquoi lui, qui n'a rien fait ou qui n'est pas allé à la primaire, serait candidat et pas nous. Et puis vous avez le fameux comité des sages qui pourrait se réunir et puis dire finalement à l'arrivée, pourquoi pas le président du Sénat, Bernard Larcher. Gérard Larcher, à chaque fois je me trompe de prénom. Donc, du moins que ça se termine en rare, c'est bien. Pourquoi pas Larcher. Donc, alors, sur temps court, c'est une crise profonde de la droite, mais c'est aussi une révélation de crise sur temps long. C'est-à-dire qu'en fait, cette droite-là porte des valeurs qui sont à côté aujourd'hui de ce qu'attend une majorité du peuple français. C'est ça aussi l'évidence. Quand vous entendez un des avocats... Oui, mais ça c'est le problème des primaires. Les primaires portent un prisme déformant, parce que vous disiez tout à l'heure, Bruno, que Alain Juppé avait été condamné. Il a été condamné. Il a perdu la primaire, mais il n'a jamais été condamné au plan national. Son programme, et au plan national, il est le seul qui reste en magasin à droite, le seul qui puisse faire que une majorité de Français puisse se reconnaître dans lui. Donc c'est là que les primaires ont introduit un biais. C'est quand même un perdant, Jean-Marie. Je l'entends. Simplement, aujourd'hui, si un candidat de la droite... Si un candidat de la droite, que ce soit François Fillon ou un autre, veut accéder au premier tour de l'élection présidentielle, il doit rassembler le cœur de cible de la droite. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tout ce que je veux dire. Oui. Et je constate aujourd'hui d'abord qu'Alain Juppé n'a pas répondu à cet électorat. Il a fait 35% au deuxième tour de la primaire avec, dans son noyau, un tiers d'électeurs venus de la gauche. La légitimité, elle est faible de toute façon. Mais je crois que le problème de Juppé ne se pose même pas, parce que moi, je l'entends quand il dit qu'il ne veut pas y aller. Je pense qu'il ne veut vraiment pas y aller. Simplement, ce que je dis, c'est que les valeurs sur lesquelles a été désigné Fillon, qui sont celles aujourd'hui profondément de la majorité du noyau dur de l'électorat de droite, ne sont pas celles qu'attendent les Français. Et ce décalage-là, il vaut pour François Fillon, qui était déjà empêtré avant même l'affaire dans un positionnement politique compliqué, et ça vaudra pour n'importe quel candidat éventuel qui lui succédera. L'électorat de droite que vous désignez, c'est l'électorat de droite qui s'est déplacé, qui a été motivé. Oui, mais c'est 4 500 000 personnes. Qui n'est pas forcément l'électorat de droite. Le candidat de droite obtient... C'est le noyau dur de l'électorat de droite, qui est en soi déjà... Oui, mais aujourd'hui, au premier tour, il ne faut pas perdre ces gens-là. Ce noyau dur-là, la droite en a besoin. Mais dans l'état de désespérance où serait cet électorat de la droite, ayant perdu son candidat, ils se raccrocheront. Oui, mais c'est ce que je dis, Jean-Marie. À Alain Juppé. Parce que, encore une fois, pour moi, je n'en vois pas d'autres. Il n'y a pas d'autres moyens, même. Il n'y a pas d'autres moyens. Parce que si on examine quels sont les moyens de recours, que peut faire, après une élection primaire, que peuvent faire les Républicains Juppé, ça passe. Il y a eu un numéro 1, il est radié, on prend le numéro 2, ça passe. Mais autrement, un congrès, ils n'ont plus le temps de l'organiser. Plus le temps d'organiser et puis ni plus l'argent. 2, un conseil des sages. Mais en quoi le conseil des sages pourrait-il revenir sur un vote populaire ? C'est vrai que c'est difficile. Ça sera peut-être comme ça que ça sera, mais bon. Donc il n'y a pas d'autre. Il me semble que dans l'état actuel des choses, il n'y a pas d'autre solution qu'Alain Juppé, et que tout ce qu'on dit sur les votes qui sont à gauche, je suis tout à fait d'accord. Sauf que il y a le comité des sages. Il faudrait que le comité des sages, il y a un article, l'article 47, le bureau politique. Je peux répondre à Michel Cotta sur un point. J'entends ce qu'elle dit, et je prends l'hypothèse Juppé, admettons. Mais regardez aussi ce qui est en train de se passer dans l'opinion. On est sur un cycle de sortez les sortants. Voilà, vous avez ceux qui disent insurrection électorale et ceux qui parlent de dégagisme. Alain Juppé, 72 ans, Premier ministre de Jacques Chirac, etc. En plus, on le sait. C'est pas un bon candidat pour mener une campagne électorale. Mais en plus, on voit bien progressivement comment le raisonnement de Bruno Roger-Petit nous amène. Mais non, mais je pense qu'il y a un vrai problème. L'autre problème Juppé, c'est son syndrome, le syndrome roue de rechange. Il a dit qu'il voulait pas assumer. C'est la fierté du type qui a été battu, qui n'a pas envie de revenir. Son côté tentation de Venise, quand ses proches appellent son côté un peu bobo, dire je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'y aller, etc. Et son côté, c'est ce qui le rend attachant par certains aspects. Je ne suis pas sûr qu'il ait cette espèce de niaque et de hargne qui consiste à y aller. Pourquoi ? Pour ramasser les pots cassés d'un parti qu'il a remercié en novembre. C'est humiliant. En tout cas, tout ça met la démocratie française en danger. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit, parce qu'il y a eu petite note pessimiste. Il y a eu un premier événement
auquel tout le monde a applaudi, mais qui est un événement destructeur, qui est le fait que le président sortant renonce à se présenter. La présidence de la République, sous la Ve, c'est la clé de voûte des institutions et c'est la clé de voûte aussi, on l'avait oublié, du paysage politique français. Et donc déjà, côté gauche, ça a contribué à une situation qui peut, au bout de la route, être dommageable. Et là, ce qui arrive à François Fillon vient, à droite, créer aussi une sorte de désordre très dommageable. Donc l'ensemble peut déboucher sur une victoire de Marine Le Pen. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête aujourd'hui. On n'en est pas là. C'est vrai qu'on, pour l'instant, il est blessé, il n'est pas mort. Il y a quand même tous les jours une petite affaire qui sort. Et là, France 2 a exhumé l'extrait d'un entretien filmé en 2007 au Sunday Telegraph où Pénélope Fillon déclarait « Je n'ai jamais été assistante de mon mari ». Si ça se trouve, elle ne savait même pas qu'elle était assistante. Non, elle était collaboratrice. Moi, je peux vous faire des éléments de langage, si vous voulez. Non, mais à l'époque, elle dit ça. Mais... Ou conseillère. Enfin, assistante, non, pas secrétaire. Non, mais Fillon a fait peut-être... on est tous dans la... Enfin, on regarde tous la vie politique depuis Michel. très longtemps. Moi, je n'ai jamais vu Pénélope Fillon. Jamais. Alors, je ne dis pas... Elle était peut-être ailleurs, mais enfin, en attendant, à l'Assemblée, dans les milieux autour de François Fillon, ici à Paris, c'est vrai que nous sommes beaucoup à ne jamais l'avoir croisée. Alors, peut-être avait-elle effectivement un rôle en province, un rôle à Sablé, un rôle ailleurs, mais ça va être très, très difficile à prouver. Et donc, on tombe sur... Mais c'est ce que disait Pierre tout à l'heure. François Fillon, tout se passe comme s'il était rattrapé par un passé politique, par une façon de faire de la politique qui, à l'époque, ne posait pas de problème. Ça ne posait aucune espèce de difficulté. Et puis, progressivement, les choses sont... L'exigence publique est devenue très différente. Quand il n'a pas voté la loi de transparence, après l'affaire Cahuzac, au fond, il a fait attention, il n'a pas voté, mais on a vu qu'en 2013, il a arrêté. Au motif que ça jeterait la suspicion sur des hommes politiques. C'est le vieux raisonnement classique. Dès qu'une loi moralise la vie politique, ceux qui protestent parce que ça jetterait l'opprobre. Quelque part, il savait qu'il était borderline, à la limite de l'infraction, puisqu'il a arrêté toutes ses activités de ce genre en 2013. C'est la fin de cette première partie, Michel. On se retrouve dans quelques instants. Et puis, on parlera aussi des pratiques dans les autres pays et puis des vieilles boules puantes dont parlait le général. À tout de suite.